On commence? Tout le monde est là? Le minyan, il y avait un minyan ce matin? Difficile. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne du minyan. Bon, bah alors, on va commencer alors. Vous êtes sur Internet, en vision et en truc, les gens. Alors nous allons reprendre, nous sommes restés au milieu d'un Tosfot, mais je voudrais faire un petit rappel bref de notre sujet. Nous sommes partis d'un enseignement de Rav Chisda, qui est en connexion avec la Mishnah, mais ce n'est même pas la peine de parler de la Mishnah pour l'instant. Donc que nous dit Rav Chisda? Rav Chisda dit, il y a un cas où on a le droit et un cas où on n'a pas le droit. C'est lié à des œufs. Lorsqu'une poule va pondre un œuf, si la poule pond un œuf sur un plan incliné et qu'on a peur que l'œuf, quand il va sortir de la poule, va dévaler la pente et il va se casser, et on voudrait, le jour du Shabbat, pour éviter cela, mettre un ustensile sous la poule, pour que la poule ponde dans l'ustensile et du coup l'œuf sera préservé, c'est interdit. Par contre, si la poule a pondu, que l'œuf est en bon état, mais qu'il se trouve dans une décharge et qu'il y a beaucoup de gens qui marchent et où on risque de l'écraser, là, il sera autorisé de mettre un ustensile et de le couvrir comme d'une cloche pour protéger l'œuf. Donc, un cas est permis, l'autre est interdit. Il est permis de couvrir un œuf, mais pas le droit de recevoir l'œuf. Donc le débat est de comprendre quelle est la raison pourquoi une est permise et l'autre est interdite. Et sur cette question, on va trouver deux interprétations. Une de Rabba et l'autre de Rabbi Yosef. Alors Rabba va dire un principe qui est Atzala Metsuya Itiru, Atzala She'ena Metsuya Lo Itiru. Que les Chachamim ont levé l'interdit lorsqu'il s'agit d'une situation courante où on a besoin de sauver quelque chose, de protéger quelque chose. Là, on a levé l'interdit. Mais lorsque c'est pas courant, on a maintenu l'interdit. Alors, ça veut dire quoi? Dans notre cas à nous, qu'une poule ponde dans un plan incliné, c'est très rare. Donc, si jamais ça arrive, de toute façon, c'est très rare. Donc on ne lève pas l'interdit. Par contre, qu'elle pond dans un endroit où on risque de marcher, ça c'est très courant, donc là on a levé l'interdit. La question qui se pose, c'est quel interdit? Quel interdit a-t-il lieu de lever? Alors c'est là que Rashi est intervenu en disant, sous-entendu, il pense aussi, et c'est pas écrit dans la Gemara, mais c'est un principe qu'on connaît par ailleurs, que El metaltelin davar anital, le tzorech davar she'eno nital. Ou bien Ela le tzor davar anital. En d'autres termes, on a le droit de déplacer un objet qui n'est pas mouktsé que si c'est au service de lui-même ou au service d'un autre objet qui n'est pas mouktsé. Mais déplacer un objet qui n'est pas mouktsé au service d'un mouktsé, on n'a pas le droit de le déplacer. C'est-à-dire que le issur mouktsé rejaillit non seulement sur lui-même, mais il va même sur un objet qu'on voudrait déplacer à son service. Donc là, on veut déplacer un objet pour recueillir un œuf. Un œuf, c'est mouktsé. Un œuf qui vient d'être pondu Shabbat, c'est mouktsé. Déplacer un objet pour l'œuf, ça doit être interdit. Sauf que si c'est Atzala Metsuya, si c'est un sauvetage courant, là, on a levé l'interdit. Voilà quelle était la position de Rashi. Et, pardon? Non, bien sûr que non. Tout le Issur Mouktsé n'est que de Rabbanan. À plus forte raison, et là on est dans une extension du Issur Mouktsé, ça ne peut être que de Rabbanan. C'est pas Shvout de Shvout. C'est pas une mesure de Rabbanan que les Rabbanans ont fait pour protéger une autre mesure. C'est pas une haie pour protéger l'interdit. C'est simplement la définition de l'interdit qui a un certain champ. Et donc le champ de l'interdit va jusque-là. Ça, c'est la position de Rabba. Rav Yosef va donner une autre interprétation et
Et son interprétation est complètement différente. C'est un autre principe qui est Ein mevatlim kli me'echeno. On n'a pas le droit d'immobiliser un ustensile le jour du Shabbat, de lui faire perdre sa fonction. Alors ça explique les deux cas. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, je rappelle encore donc, on est en train d'étudier une halakha de Rav Frisda qui nous dit que s'il y a une poule qui va pondre dans un plan incliné le jour du Shabbat et qu'on a peur que l'œuf dégringole et se casse et qu'on veuille mettre un ustensile en dessous pour que la poule ponde dedans, c'est interdit. Alors là, Rav Yosef nous dit pourquoi c'est interdit ? Parce que si on le laisse, une fois que l'œuf est rentré dans l'ustensile, un œuf qui est pondu de Shabbat, on ne peut pas le déplacer, c'est mouktsé. Et donc l'ustensile qui va recevoir cet œuf ne pourra pas, par transitivité, on ne pourra pas non plus le déplacer, parce que déplacer l'ustensile, c'est déplacer l'œuf qui est dedans. Et on n'a pas le droit de déplacer. Et donc il va se retrouver immobilisé. Et on n'a pas le droit de faire perdre à un ustensile sa fonction. Pour quelle raison ? Rashi nous a expliqué, je ne vais pas tout rappeler, mais Rashi avait expliqué parce que si on permet cela, les gens qui font souvent des extrapolations très ingénieuses vont dire, mais alors finalement j'ai le droit de fixer un objet, puisque là l'objet finalement il est fixé, il est mobilisé. Alors ça veut dire qu'on a le droit de faire des travaux chez soi le Shabbat et qu'on peut fixer des ustensiles au sol le jour du Shabbat ou sur les murs. Donc ça ressemble à une melacha. Les gens risquent d'extrapoler et de s'autoriser à faire des travaux. C'est pour ça qu'on a interdit ça. Et puis, par contre, si le deuxième cas de Rav Frisda était, une fois que si la poule a pondu et qu'on a peur que des gens marchent dessus et qu'on veuille protéger l'œuf en mettant un ustensile dessus comme une cloche, là il n'y a plus de problème. Pourquoi ? Parce que l'œuf n'étant pas dans l'ustensile, mais sous l'ustensile n'est pas concerné, et s'il n'est toujours pas mouktsé, on peut le déplacer comme on veut. Donc on n'est pas mabatel klimé cheno. Donc voilà les deux interprétations. Soit on dit Atzala Metsuya itiru, Atzala Shena Metsuya lo itiru. On a levé l'interdit de mouktsé quand c'est pour sauver dans une situation courante de sauvetage, et pas quand c'est une situation rare. Première explication. Autre explication, on n'annule pas, on n'immobilise pas un ustensile par le biais du mouktsé. Ensuite, on a vu qu'Abaye apportait des objections à chaque fois. Donc on a étudié d'abord la première explication, ensuite la deuxième, et Abaye, qui est l'élève de Rabba et de Rav Yosef, attaque ses maîtres chaque fois avec des textes anaïtiques qui semblent dire le contraire. Et donc on était arrivé dans la deuxième, à l'objection que Abaye faisait à la deuxième théorie, celle de Rav Yosef. On va peut-être le revoir dans le texte. Reprenons juste dans la Gemara. Comme on est resté au milieu d'un Tosfot, je préfère qu'on reprenne dans la Gemara, ça sera plus clair. Donc nous reprenons dans la Gemara d'Afmem Gimel Amud Aleph, Etive Abaye. C'est la première objection de Abaye. On peut même reprendre, si on veut, pour être encore plus clair, 2 lignes au-dessus, Rav Yosef. On va reprendre Rav Yosef dans la Gemara. Voilà. Rav Yosef Amar, exactement ici. Rav Yosef disait, Aïnou Ta'ama de Rav Frisda, voilà la raison pour laquelle Rav Frisda a dit ce qu'il a dit, et il a interdit de mettre l'ustensile sous l'œuf, mais pas au-dessus. Mishum de Kamevatel Klime Cheno. Parce que quand il le met en dessous, il fait perdre à l'ustensile son statut de disponible, alors que s'il le met l'ustensile sur l'œuf, il ne lui fait rien perdre du tout. C'est la deuxième explication. Et Tivé Abaye, objection de Abaye, à partir d'un texte anaïtique qui nous dit, c'est Baraïta, Chavid shel tevel shenishbera, un tonneau qui contient un liquide, de l'huile ou du vin, qui est tevel, c'est-à-dire qui est interdit de consommer parce qu'on n'a pas effectué avant Shabbat les prélèvements requis. On est resté quand on mange des végétaux. Pour pouvoir manger les végétaux, il faut d'abord effectuer un certain nombre de prélèvements.
Et tant qu'on n'a pas effectué les 10 prélèvements, ça s'appelle tevel. Et on n'a pas le droit d'en manger ou de boire. Donc un tonneau qui contenait du tevel, chez Nishbera, et qui s'est brisé. C'est-à-dire que le tonneau fuit maintenant. Et si on n'intervient pas, on va perdre tout le contenu précieux de ce tonneau. Mais Vikli Acher, il a le droit d'apporter un autre ustensile, ou Meniar Tartea, et de poser l'ustensile en dessous, de telle manière à récupérer le liquide et à ce qu'il ne se perde pas. Et donc, où est la question ici? Tevel, c'est Mouktsé. Tevel, c'est Mouktsé. Et quand même, et donc l'ustensile va récupérer ce Tevel, il n'était pas Mouktsé, mais maintenant qu'il va contenir du Mouktsé, on ne pourra plus le déplacer, et quand même c'est autorisé. Donc ça contredit le principe qui vient d'être dit. Pour quelle différence avec l'œuf? Pourquoi j'aurais pas le droit de mettre un ustensile sous l'œuf, alors que j'ai le droit de mettre un ustensile sous le Tevel? C'est là qu'on est resté. La dernière fois, on avait vu Tosfot qui disait, mais comment ça se fait que Abaye n'apporte pas le même texte que celui qu'il avait apporté pour objecter à Rabat? Parce qu'effectivement, si vous revenez maintenant en arrière, revenez à la page précédente, Nefmem Bet Amoud Bet, à la 5e ligne, à partir du bas, on avait aussi la même objection de Abaye. Et Tivé Abaye avait objecté cette fois-ci à la première explication, celle de Rabat, qui lui disait ça dépend si le sauvetage est courant ou pas courant. Il avait dit un sauvetage qui n'est pas courant, on n'a pas autorisé. Et voilà. Et pourtant, on a étudié une braïta qui nous dit Nishbera lo chavit shel tevel berosh gago. S'il a un tonneau de tevel qui s'est brisé au-dessus de son toit, parce qu'à l'époque, les toits, c'était des terrasses, et donc on utilisait les toits pour poser des choses. Donc on avait un tonneau sur la terrasse de son toit, et ça s'est cassé, et donc ça coule maintenant. Mais Vikeli, ou Meni Artartea, il apporte un ustensile, et il peut poser en dessous. Donc c'est la même idée que ce qu'on a étudié ici, ça fait aussi une objection, comme ça fait objection à Rabbi Yosef, ça fait objection à Rabat. Mais vous remarquerez que le texte n'est pas le même. Alors on avait fait vous avez vu les différences, on a vu que ce n'était pas exactement le même texte. Dans le fond, c'est la même idée, mais dans la forme, non. Puisque dans la première braïta, on commence par Nishbera lo chavit, alors que dans la deuxième, on dit Chavit shel tevel shel Nishbera. Ça revient au même, mais ce n'est pas le même texte. Et aussi, dans la première, on parle de Rosh Gago. On précise que le tonneau était sur le toit. Et dans la deuxième, on ne précise pas. Donc, on ne parle pas de la même braïta. Et pourquoi on n'amène pas la même braïta? Pourquoi Abaye il change de braïta? Ce sont deux braïtotes parallèles qui disent la même chose. Pourquoi Abaye n'emmène pas le même texte alors que c'est le même texte, il peut faire la même objection pour les 2 mètres? C'était la question de Tosfot. Celle qui parle de Roche Gago, le kéli qu'il porte, il est loin de la fuite. Il est sous le toit. Oui. On est loin de l'histoire. Alors que dans notre cas du Tevel, le deuxième, on est vraiment en dessous. On n'est pas sûr parce que comme il ne précise pas si c'est sur le toit ou pas le toit, ou bien c'est sur le toit et ça n'a pas été dit, ou bien, comme vous dites, c'est pas sur le toit, c'est par terre, et dans ce cas-là, c'est un autre système. Mais le principe étant le même. Alors, ce sont 2 configurations un peu différentes. Vous avez raison de dire, c'est intéressant que le fait qu'il n'y ait pas écrit Berosh Gago dans la deuxième permet d'imaginer qu'on n'est pas tout à fait dans la même configuration. Dans un cas, c'est sur le toit et ça coule dans l'air et on met un seau pour récupérer par terre. Alors que si c'est déjà par terre, alors ça veut dire qu'on soulève le tonneau et on met la bassine sous le tonneau. Mais ça reviendra au même, la question restera toujours la même. Pourquoi, dans un cas, une fois il prend tel braïta, et dans l'autre, la question reste. Alors je vous propose de revoir maintenant, parce qu'on est pas tout à fait fini le Tosfot, on va revoir le Tosfot dans les mots maintenant. Donc c'est le Tosfot, Atzala, Shena, Metsuya, Lo Itiru. Voilà, c'est là. Donc c'est l'avant-dernier Tosfot de la page.
C'est sur la question qu'on vient de voir de Abaye sur Rabba. Perach Bekuntras, le Davar Shenonital. Donc Rashi avait expliqué que qu'est-ce qu'on n'a pas permis lorsque le sauvetage n'est pas courant? On n'a pas permis de transporter, de déplacer un ustensile au service de quelque chose qu'on n'a pas le droit de déplacer. Davar Shenonital. Vegaras Beaou de Paris Rabaye Emina Besamour. Et à cause de son explication, sous-entendu, Rashi a modifié la version du texte qu'il avait dans le texte rapporté par Abaye pour objecter à partir de ce texte. Il a rajouté le mot Nishbera lo Chavid Shel Tevel Berosh Gago. Il a rajouté les mots Shel Tevel, sous-entendu qui ne figuraient pas dans les versions premières. Et pourquoi il a été obligé de rajouter ça? De Tevel et Nonital, puisque comme pour Rashi, la défense elle est liée au fait de déplacer un objet au service de quelque chose qui n'est pas déplaçable, qui est moutsé. Si c'était du vin qui a déjà été dimé et dont les prélèvements ont été effectués, il n'est pas moutsé ce vin, il n'y aurait pas de question. Donc pour qu'il y ait question, il fallait dire que le chavit contient du tevel, et comme le tevel est interdit à la consommation parce qu'on n'a pas effectué les prélèvements avant Shabbat, que Shabbat on n'a pas le droit d'effectuer les 10 prélèvements, donc on ne peut rien faire de ça le Shabbat, donc c'est muktzeh. Donc il fallait impérativement corriger le mot chez le tevel. Donc Tosfot nous dit des choses qu'on ne savait pas. Rashi avait juste dit, c'est vrai, Rashi avait dit Achi Garsina. Rashi avait dit attention, il faut lire chez le tevel. On avait compris qu'il y avait une autre version et que Rashi ne voulait pas de cette version. On ne savait pas pourquoi il ne voulait pas. Tosfot nous explique, Rashi était contraint, parce que s'il n'avait pas rajouté les mots Tevel, ça n'aurait pas eu de sens. Voilà ce que Tosfot nous dit. Et Tosfot maintenant attaque, vous cachez le Riva. Le Riva, donc c'est le nom d'un Bala Tosfot, dit que c'est très difficile. Pourquoi? De Igaras ba Tevel, parce que si vraiment, dans cette baraïta, on doit lire, on doit corriger et introduire les mots Tevel, Amay parir le Rav Yosef du Braïta Acheret Me'ardeacha. Pourquoi ensuite, quand le même Abaye va attaquer Rav Yosef sur son principe, il va rapporter une autre Braïta que celle d'ici. Il aurait dû rapporter la même et poser sa question à partir de la même. Or, ce n'est pas la même, puisque comme on l'a vu, dans un cas il y a écrit Chavit chez Nishberalo, dans l'autre il y a écrit Nishberalo Chavit, dans un cas il y a écrit Borosh Gago, dans l'autre il n'y a pas écrit Borosh Gago, c'est pas la même. Or, si les deux comportent tous les éléments de la question, ce n'était pas la peine de changer de Braïta. C'est la question qu'on s'était posée. Ve'od, deuxième question, de Perekol Kitve, dans le chapitre intitulé Tous les écrits saints, il s'agit là-bas d'un cas où il y a un incendie, et il y a des écrits saints qui risquent d'être menacés. Est-ce qu'on peut les transporter ou pas? Dans quelles conditions on peut les transporter pour éviter le drame? Et là-bas, nous dit Tosfot, Mashma be'edia de Logarsina bebraita d'Achatevel. Là-bas, sous-entendu, on rapporte cette même baraita qu'on a ici, et on voit clairement qu'il ne faut pas y lire le mot Tevel. Pourquoi? De l'obeshel Tevel Maïre. On est sûr, on peut déduire là-bas clairement que le vin ou l'huile dont il est question n'est pas Tevel, c'est-à-dire il est déjà autorisé à la consommation. Comment on le voit? De Katani Seifa, parce qu'il est écrit dans la suite du texte, qui n'est pas cité ici, mais qui est cité là-bas, Nisdamnu lo orchim, que s'il y a des invités qui improvisés, qui arrivent, et que tout d'un coup on a besoin d'une plus grande quantité de vin que prévu, mais vikli acher, on peut rapporter encore un autre ustensile, parce que là-bas on dit qu'on ne peut rapporter que le nombre d'ustensiles nécessaires pour la consommation du jour. Et donc on dit là-bas, et s'il y a eu d'autres invités qui arrivent, alors il peut rajouter d'autres ustensiles. Sous-entendu, c'est donc on va l'utiliser ce jour même. Donc on voit bien que ce n'est pas muktzeh. Et donc ça ne va pas être tevel. Et comment Rashi peut-il nous dire que c'est tevel? Donc on a deux objections sur Rashi.
je vais y revenir parce qu'il faut maintenant, j'ai repris ce Tosfot parce que je voulais essentiellement qu'on essaye de répondre d'après Rashi. Mais avant de refaire la synthèse des questions sur Rashi, on termine le Tosfot. Qu'est-ce que Tosfot propose? Venirelo, c'est-à-dire c'est qui l'eau? Le Riva pense, le Faresh qu'on vient d'expliquer l'Agmara chez nous, de Hatzala She'ena Metsuya Lo Itiru, lorsqu'on dit que quand le sauvetage est d'une situation qui n'est pas courante, on n'a pas permis, c'est-à-dire on n'a pas levé l'interdit. De quel interdit s'agit-il? Lo Itiru Litroach. Ils n'ont pas permis de se fatiguer, d'avoir des comportements compliqués, difficiles, fatigants. B'chol davar, mais avec n'importe quel, s'agissant de n'importe quel objet, afilou bedavar, ou n'importe quel aliment, afilou bedavar anital, même si c'est quelque chose qui n'est pas mouktsé, même chose qu'on peut déplacer. Mishum tircha, c'est le issour, c'est la fatigue physique. Les chachamim n'ont pas voulu permettre le Shabbat, qu'on s'adonne à des travaux qui sont physiquement fatigants, qui ne sont pas dans l'esprit du Shabbat. Le Shabbat, c'est un jour de repos, c'est pas un jour où on se fatigue, même si on se fatigue sans faire des travaux répertoriés comme des travaux interdits. Et ça, c'est ce qu'on appelle tircha. Pardon ? Le travail, c'est de monter sur le toit, c'est de se sortir un seau, de le mettre tout ça, c'est fatigant. C'est pas shabbatique. On est avec son complet cravate et c'est pas adéquat. Pardon ? Une autre définition du... Alors, ceci est qu'est-ce qui permet... Donc, on est par rapport à Rashi dans une toute autre perspective. Qu'est-ce qui permet d'avoir deux interprétations aussi éloignées l'une de l'autre? C'est parce que l'Agmara, elle était un peu ambiguë. Elle était un peu lacunaire. L'Agmara a dit « Atzala metsuya itiru, atzala shena metsuya lo itiru ». Dans un cas, on a levé l'interdit, dans l'autre cas, on n'a pas levé l'interdit. Mais pourquoi c'est interdit? C'est pas écrit. D'où la possibilité de donner différentes explications. Donc pour Rashi, c'était évidemment un problème de Mouktsé, parce qu'on est dans la Souga de Mouktsé, et puis c'est logique. Mouktsé, c'est fort. Là, l'histoire de Tircha, comme vous dites, c'est un peu tiré par les cheveux. Des fois, il suffit de prendre un seau, de monter un étage et de mettre en dessous. C'est pas fatigant. C'est un petit peu, donc ça ne plaisait pas à Rashi du tout. Et d'ailleurs, je signalerai qu'il y a encore une autre explication dans les Rishonim. Il y a une troisième explication. Donc d'autres Rishonim qui sont d'accord avec Tosfot qu'on ne peut pas dire que c'est Mouktsé à cause du problème de Tevel, mais pas d'accord avec Tosfot qu'on puisse dire que c'est un problème de Tircha, parce que le problème de Tircha n'est pas convaincant. Alors ils ont proposé autre chose. Il s'agit du Rashba, au nom du Ramban, donc c'est les sages espagnols. Rashba, c'est Rabbi Shimon ben Adrat de Barcelone, au nom du Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, qui disait que les Chachamim ont interdit, dans des cas de sauvetage, lorsqu'on a une question de perte d'argent importante, ils ont interdit de faire quoi que ce soit, de déplacer, pas quoi que ce soit, de déplacer des objets pour sauver les choses, de peur que si on autorise, et imaginons que quelqu'un n'ait pas sur place l'objet nécessaire. Alors, comme on a un principe que Adam Bahoul al-Memono, ça veut dire quoi? Un homme, il panique lorsque sa fortune est en jeu, il perd la tête. Et donc, Adam Bahoul al-Memono, et il dit, mais j'ai pas de seau. Ah ben, c'est pas grave, mon voisin d'en face, il a un seau. Et donc, il va traverser le Roshut Arabim, il va aller prendre le seau du voisin et il va porter. Il ne va pas faire la différence que ce qui est autorisé, c'est tant qu'on est dans le Roshut Ayachid, mais pas qu'on peut traverser un Roshut Arabim. Alors, pour éviter ça, on dit non, on ne déplace pas d'objet, comme ça on ne risque rien. C'est aussi encore une autre explication qui montre qui met en valeur le fait que la Gemara ici étant lacunaire, très souvent quand la Gemara est un petit peu vague, ça donne lieu à différentes interprétations qu'on retrouve dans les Rishonim. Donc là, on a trois interprétations. Rashi qui nous dit « Ein metaltelin davar anital le tzorer davar sheno nital », on ne déplace pas un objet qui n'est pas mouktsé au service de quelque chose de mouktsé. Tosfot qui dit « On ne fait pas un travail fatigant », pas un travail, c'est le mot travail mauvais, une tâche, on ne fait pas de tâche fatigante.
Et puis Rajba au nom du Ramban, qui dit on ne déplace pas d'objet en cas de perte d'argent, de peur qu'on en vienne à déplacer, même dans des conditions interdites. Voilà les trois explications. Vous avez cité une autre explication la semaine dernière. Vous avez dit que s'il manque pour la famille après des kélis, non? Et ben, ils sont 10, il n'y a que 9 bols, si on en utilise un pour couvrir l'œuf, à ce moment-là, il y aura un qui va rester sans bol. On avait dit ça, mais c'était par rapport à quoi? C'était pas par rapport, c'était plus ici. C'est pas une des raisons pourquoi on ne veut pas enlever un des kélis, on le fixe en fait. Il va en manquer pour les autres. Ah, ça c'est pour le Issour de Bitul Klimé Cheno. C'est pour Rav Yosef. Là, on est dans Rabat. Pas mélangé. C'était dans Rav Yosef. Là, on est dans Rabat. Je sais que c'est un peu compliqué. Il y a Rabat, il y a Rav Yosef. Là, on est dans Rabat. Alors maintenant, ce qui nous reste à faire, après on reviendra sur Rav Yosef. Le dernier point qui nous reste à faire, on ne peut pas laisser Rachi comme ça, avec deux objections majeures. Pardon? On ne peut pas laisser Rachi. Alors, faisons la synthèse des deux questions. Quelles sont les deux questions qui ont été posées par le Riva contre Rachi? Première question, c'est si Rachi introduit le mot Tevel dans la Braïta, alors dans ce cas-là, cette Braïta et la seconde Braïta disent exactement la même chose. Pourquoi? Mais ce sont deux Braïtot différentes, on le voit bien d'après l'intitulé. Les mots ne sont pas les mêmes. Dans un cas, on parle de toi, dans l'autre cas, on ne parle pas de toi. Dans un cas, on met Nishbera en premier. Donc, ce n'est pas le même texte, alors qu'ils disent exactement la même chose. J'ai oublié de dire, pourquoi pour Tosfot, cette question ne se pose pas? Parce que pour Tosfot, il n'y a pas écrit le mot Tevel dans la première. Et dans la deuxième, il faut trouver une qui parle de Tevel, sinon il n'y aurait pas d'objection. Donc, on est obligé de trouver deux braïtot différentes. Donc, c'est parfait. Mais d'après Rachi, où le principe est dans les deux, et le même, le fond de la question, c'est parce qu'il s'agit de Tevel, alors ramène-moi la même braïta. C'est ça la première question. Deuxième question, cette braïta-ci, elle est citée plus loin, et on voit clairement qu'elle n'est pas Tevel. Alors, c'est la plus facile, celle-là, à résoudre. En fait, là, quand on a une question difficile sur Rachi, au niveau méthodologique, comment on s'y prend? D'abord, on regarde s'il y a des mefarshim. S'il y a des mefarshim et que l'explication des mefarshim nous convainc, c'est la meilleure solution, on n'a plus besoin de chercher. S'ils n'ont pas répondu, c'est qu'en général, la réponse doit être accessible. Et là, c'est à nous de faire marcher nos cellules grises pour trouver la réponse. En l'occurrence, on n'aura pas besoin de faire preuve d'originalité parce que il y a un auteur qui s'est préoccupé de répondre pour Rachi. Et cet auteur, c'est le Maginé Shlomo. J'ai déjà souvent cité cet auteur, c'est le grand-père du Pnei Yoshua. Et son livre, le titre de son livre est très évocateur. Maginé Shlomo. Voilà, Maginé, Magen. Magen, c'est un bouclier. C'est le bouclier de Shlomo. Qui est Shlomo? Rachi. Rabbi Shlomo ben Yitzhak. Donc, l'objet de son œuvre, c'est de répondre systématiquement, de prendre la défense de Rachi par rapport aux questions de Tosfot. Alors, malheureusement, il y a des passages qui ont disparu de ce livre. On n'a pas toujours le Maginé Shlomo surtout. Mais là, sur ce passage de Shabbat, nous l'avons. Et donc, voilà, je vais vous citer ce que dit le Maginé Shlomo. Alors, je commence par la deuxième question parce que c'est la plus facile à répondre. Tosfot dit, donc je répète, la deuxième question c'était, quand vous regardez dans la Mishnah plus loin, où on cite ce texte, eh bien on se rend compte que c'est pas du Tevel. Rachi va répondre, bien sûr, c'est pas le même texte. Rachi ayant corrigé celui-ci, et ayant dit que dans celui-ci, il y a Tevel, il reconnaît que dans l'autre là-bas, il n'y a pas écrit le mot Tevel. Sa correction ne vaut que pour cette braïta-ci. La braïta qui est plus loin dans Kol Kitve ne comportera pas le mot Tevel. Donc si celle-ci porte Tevel et l'autre ne porte pas Tevel, c'est pas la même. Alors effectivement, celle de là-bas, elle autorise, elle parle pas de Tevel, et donc elle autorise à déplacer tant que ça peut servir pour être consommé le jour même. Mais chez nous, il y a écrit Tevel, donc ça n'a rien à voir. Donc si on suit la logique de Rachi, comme quoi c'est pas la même,
la question s'écroule. Elle n'était pas très forte, cette question-là. Tosfot, il ne connaît pas la réponse de Rachid. Tosfot se disait, c'est difficile de dire, alors que mot pour mot, il y a la même chose, sauf qu'il n'y a pas chez le Tevel. C'est difficile de corriger, d'introduire dedans chez le Tevel, alors qu'on voit bien que initialement les textes sont les mêmes. Et donc, c'est exactement les mêmes, et quand on voit la fin, on voit qu'il ne s'agit pas de Tevel. Alors, c'est difficile d'imaginer qu'on va rajouter le mot Tevel, et du coup, on va dire que c'est un autre texte, alors que mot, pour le reste, c'est pareil. Le Rachid dira non, mot pour mot, c'est pareil, sauf qu'une fois c'est Tevel, une fois c'est pas Tevel. Donc la question n'est pas... Si vous voulez, les questions de Tosfot, c'est probablement qu'on peut répondre comme ça, mais bon, c'est pas une question formelle, mais c'est un indice. Enfin, l'indice, il n'est pas contraignant à 100%. C'est la première question qui est plus délicate. La première question qui était, mais pourquoi Abaye n'utilise pas la même braïta alors que c'est la même, alors qu'il peut utiliser exactement la même braïta pour poser la question. Pourquoi il serait obligé de... Il avait déjà cité un texte. Pourquoi tu vas chercher maintenant un nouveau texte? C'est pas logique. Tu as ta Graba, tu prends un texte. Tu as ta Rav Yosef, tu prends un autre texte. Alors que le même texte fait parfaitement l'office. C'est pas logique. Ça, c'est vraiment difficile. Alors, Maguilé Shlomo propose deux explications. D'abord, il fait remarquer que un instant. Ah oui, avant ça, avant de répondre, la meilleure défense étant l'attaque, le Maguilé Shlomo attaque Tosfot en disant, et selon toi Tosfot, qui dit que ce sont deux braïtot. Donc selon Tosfot, ce sont deux braïtot différentes. La première ne parle pas de Tevel et elle attaque Rabat sur l'histoire de Hatzalah Metsuya sans parler de Tevel. Alors qu'Abaye, quand il va attaquer Rav Yosef, là il est obligé de trouver un autre texte qui parle de Tevel, parce que s'il n'y a pas de Tevel, il n'y a plus de question. Dans la première, pour poser la question, on n'a pas besoin de Tevel. Et dans la deuxième, on est obligé de parler de Mouktsé, donc de Tevel. Mais le Maguilé Shlomo dit, d'accord, dans la première, on n'avait pas besoin de parler de Tevel, mais tu pouvais prendre quand même la braïta de Tevel, elle aurait marché aussi. Pourquoi tu cherches une braïta où il n'y a pas Tevel? Puisque tu disposes de la braïta, tu connais déjà la braïta avec qui mentionne Tevel, la preuve c'est que tu vas l'utiliser comme objection contre Rav Yosef. Elle peut parfaitement servir de question aussi contre Rabat. Pourquoi tu en cherches une autre? Donc ça peut se renverser, la question peut se retourner. Pourquoi il en prend il choisit une braïta qui ne parle pas de Tevel? Il peut parler d'une braïta qui parle de Tevel, ça sera quand même la preuve que Hatzalah Shana Metsuya est tirou. En quoi c'est gênant de parler de Tevel? Il faut qu'il trouve encore une autre braïta différente. C'est pas logique. Donc ça peut se retourner contre lui. Et alors il fait remarquer, donc maintenant j'en viens à la réponse de Maguilé Shlomo, il fait remarquer, je ne sais pas si vous vous en rappelez encore, c'était la Membet Hamoud Aleph, mais c'était avant les vacances. Donc on avait vu un problème de bain-marie à l'époque. Est-ce qu'on a le droit de mettre dans une casserole qui contient de l'eau froide, dans une autre casserole qui contient de l'eau chaude? Et Tosfot avait posé la question à propos là, c'est difficile je ne veux pas rentrer dans le détail, mais Tosfot avait posé la question, c'est que la même idée est exprimée de deux façons différentes. Il y a d'abord une braïta de Rabbi Chia, et ensuite Abaye rapporte la même idée, mais sous une autre forme. Et Tosfot se pose la question, mais pourquoi Abaye cite un deuxième enseignement de Rabbi Chia et pas le premier? En plus, pourquoi Rabbi Chia donnerait deux fois le même enseignement sous des formes différentes? Et qu'est-ce que Tosfot avait répondu? C'est Tosfot qui avait dit. Tosfot avait dit que, en fait,
c'est la même. Que bien que les deux textes aient été cités de manière différente, en vérité, c'est le même texte auquel on fait référence. La première fois, il est cité in extenso, et la deuxième fois, quand c'est Abaye qui le reprend, il le résume, il en résume l'idée, mais c'est plus entre guillemets. Dans un cas, c'est le style direct, dans l'autre cas, c'est le style indirect. Et donc, Tosfot lui-même avait dit ça. Tosfot lui-même, Rabbi Chia n'a pas dit deux enseignements différents redondants. Il a cité une seule fois, mais une autre fois, on le met en son nom, sous une forme différente, simplement parce qu'on s'attache au fond et plus à la forme. Alors, Tosfot lui-même a admis ça. Alors, il dit, on peut très bien dire la même chose. C'est qu'en fait, c'est la même braïta qui est citée une fois et qui est citée une deuxième fois. Il fait remarquer, si vous regardez bien, la première fois, chez nous, là, ça veut dire sur Rabbah, comment c'est formulé? Regardez. Et Tive Abaye, Vatsala, She'ena Metsuya Lo Itiru, Ve'atanya. Donc il reprend le principe, il dit quoi? Atsala, She'ena Metsuya, on n'a pas permis? Regardez, il y a une braïta qui dit. Si on oppose maintenant la fois où Abaye attaque, quand il attaque Rav Yosef, il ne dit pas Bitul Kli Shemecheno Asur Ve'atanya. Il ne dit pas comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Et Tive Abaye, Chavit. Là, c'est Abaye qui parle. C'est comme si Abaye disait mais regarde, je t'ai déjà cité le cas de Chavit Shel Tevel, où on a dit ceci, et où on a vu que c'était autorisé. Donc, la première fois, c'est le texte original. Et là, c'est la Hatanya. Il y a écrit que c'est une braïta. Dans l'autre fois, Abaye revient et il dit mais tu sais très bien qu'il y a une braïta qui dit ça. Et il ne la cite pas mot à mot, il en cite simplement la quintessence. Vous voyez? Et il dit, on peut même aller plus loin. On sait qu'il y avait une grande différence entre Rabbah et Rav Yosef. À la fin de Horayot, la Gemara donne le caractère, les qualités propres de Rabbah et de Rav Yosef, qui étaient deux maîtres contemporains, qui ont été Rosh Hashiva, chacun l'un à la suite de l'autre. On dit que Rabbah était Oker Harim, et Rav Yosef, c'était Sinaï. Rabbah il déracinait les montagnes, et Rav Yosef, c'était comme le mont Sinaï. C'était la montagne. Rabbah déracinait les montagnes, et Rav Yosef, c'était la montagne. C'était quoi l'idée? Que Rav Yosef, c'était la montagne, c'est-à-dire il avait une connaissance encyclopédique de tous les enseignements de la Torah chez Baal Pé. C'est ça, Har Sinaï. Il emmagasinait dans sa tête tout. Et Rabbah n'avait pas une telle expertise, mais par contre, lui, il avait un esprit aiguisé comme jamais, capable justement de déraciner, de montrer que ça, c'est pas comme ça, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qui est mieux? La Gemara dit que ce qui est plus important, c'est Sinaï. Pourquoi? Parce que si c'est la réflexion, on peut toujours se tromper. Alors que quand on a le texte c'est le texte il est infaillible. Donc c'est Sinaï qui l'emporte. Donc comme on a ici à Abaye, il pose une objection à Rav Yosef qui est Sinaï, dit le Hagilei Shlomo, il n'a pas besoin de citer le texte dans les mots. Il sait très bien que Rav Yosef, il sait à quoi il pense. Alors il lui dit, mais pourtant tu connais bien ce din-là. Il n'a pas besoin de le citer. Quand il est rabbin, il est obligé de dire, rabbin, je ne sais pas si tu connais, il y a un texte qui dit, mot à mot, la chose suivante. C'est une petite cerise sur le gâteau. Donc la première réponse du Hagilei Shlomo est, c'est vrai que les textes ne sont pas les mêmes. Le premier texte est le texte original. Le deuxième, c'est rapporté par Abaye à sa façon, mais sans que ce soit une citation. C'est comme que dans un travail, des fois vous mettez les guillemets, et des fois vous ne mettez pas les guillemets. Si c'est les guillemets, ça doit être mot à mot, c'est pas sans les guillemets. Mais bien sûr en citant sa source, parce que sinon ça devient un problème. Mais on n'est pas obligé, là on n'est pas obligé de citer mot pour mot le texte auquel on se réfère. Et en plus de ça, comme on parle à Rav Yosef, c'est vraiment pas la peine de mettre les points sur les i. Est-ce qu'on a un recueil des braïtot? Non. Par définition, c'est ce que j'ai souvent expliqué, braïta, ça veut dire quoi? Dehors. C'est rester dehors. Rester dehors de quoi? Hors du canon de la Mishnah. Hors du canon de la Tosefta. Parce que la Tosefta, ce sont des braïtot qui ont été compilés
et rajoutés pour compléter l'enseignement de la Mishnah. Les Braïtot, c'est des textes tanaïtiques, c'est-à-dire qu'ils sont de même origine, dont les mêmes auteurs sont les Tanaïm, ils proviennent de la même période historique, mais ils n'ont jamais été compilés, de sorte qu'on ne les connaît pas. Il y a des Amoraïm qui connaissaient tel Braïta, qui ne connaissaient pas tel autre, etc. etc. Donc ça, c'est la première explication. Pardon ? Elles sont rapportées mot pour mot ou elles expriment la pensée de... Non, quand on la cite, en général, elles sont rapportées mot pour mot. Sauf que d'ailleurs, des fois, on les corrige, on se rend compte que les ont mal été rapportées, puisque c'était à l'époque purement oral, pendant des siècles et des siècles, on n'écrivait pas la Torah Sheba'al Peh, et c'est une performance de la mémoire qu'il y a probablement sans précédent. De temps en temps, la Gemara démontre, et elle dit, Meshabash Taï, cette braïta-là, elle nous est arrivée erronée, on ne peut pas en tenir compte, parce que le texte n'est pas correct. Pour celui qui dit c'est en fait la même, rapporté différemment, Oui. il est en contradiction avec Tosfot qui dit Braïta Ahed. Ben bien sûr, on est en train de répondre à Tosfot. On est en train de résoudre, on est en train de prendre la défense de Rashi. Donc Tosfot a dit, mais on amène une autre braïta. Et Magine Shlomo dit, Rashi vous dira, mais ce n'est pas une autre braïta, c'est la même braïta. Toi-même, Tosfot, tu as dit pareil, Daf Mebet Amud Aleph, à sujet d'une autre braïta. Toi-même, tu as admis ce principe qu'une braïta peut être parfois citée par un Amora sans être mot pour mot. Alors tu l'as admis Daf Mebet, moi je te le dis Daf Mebet. C'est ça la réponse que Rashi fera à Tosfot. Pour Magine Shlomo, les deux braïtot qui sont cités ici, le livre contre Rabbah, le contre Yosef sont les mêmes. Absolument. Par contre, celle qui est là-bas, sont les... Excellent. C'est très très bien, c'est ça la différence. Par contre, celle qui est d'Af Kouf Kafbet là-bas, c'est une autre. Et pour Tosfot, celle qui est d'Af Kouf Kafbet, c'est la même que celle qui est ici en premier, alors que l'autre, c'est une autre. C'est exactement ça qui est la différence. Pour Rashi, les deux qui sont ici, c'est la même braïta. Celle qui est là-bas, c'est une autre braïta. Pour Tosfot, celle qui est là-bas et celle qui est la première est la même, et la deuxième est une autre. Bon, tout ça, ça se rejoint. Et donc la question me paraît parfaitement résolue. Et malgré tout, le Magine Shlomo propose encore une autre réponse. Alors l'autre réponse, c'est lié au fait que dans la première, il y a écrit Rosh Gago, et pas dans la deuxième. Et là, il voudrait dire qu'effectivement, admettons que la première réponse était parfaite, elle me convient très bien. Mais si on ne veut pas dire comme la première, si ça vous paraît difficile, vous voulez dire qu'effectivement, ce sont deux braïtot différents, comme Tosfot l'avait dit. Admettons que ce soit deux braïtot différents. La question revient, pourquoi Abaye ne prend pas la même braïta qu'avant et il préfère prendre une deuxième? Réponse du Magine Shlomo, parce que dans la première, il y a quelque chose qui le dérange. Il y a écrit Rosh Gago. Et alors que dans la deuxième, il n'y a pas écrit Rosh Gago. Qu'est-ce que ça change? Ça change que si c'est Rosh Gago, attendez, que je ne me trompe pas. Oui, si c'est Rosh Gago, ça peut être ça peut être que c'est pas une petite fuite. Nishbera Ravit Borosh Gago, ça peut être que le tonneau a complètement explosé, et donc maintenant ça coule à flot du toit vers le sol. Et donc c'est un grand F7, c'est ce qu'on appelle F7 Meroubé. Par contre, s'il n'y a pas Rosh Gago, comme vous disiez, alors c'est quoi le cas? C'est par terre. Si ça explose et que n'est par terre, il n'y a rien à faire. Donc, quand c'est pas Rosh Gago, quand c'est par terre, ça ne peut être qu'une petite fuite. Et là, dans ce cas-là, on soulève le tonneau et on met une bassine en dessous. Encore une fois, quand c'est Rosh Gago, on peut imaginer, surtout qu'il y a écrit Nishbera. Nishbera, ça laisse entendre que ça s'est complètement cassé. Ça s'est cassé d'un seul coup, donc c'est pas une fuite. C'est tout le liquide qui est en train de tomber à flot. Si on ne met pas immédiatement un seau, on a tout perdu. Donc c'est FC Meroubé. Le deuxième cas qui ne dit pas Rosh Gago, on peut l'interpréter que ce n'est pas FC Meroubé. C'est une petite. Si on dit qu'on a mis quelque chose en dessous, c'est que ça ne coule pas à flot, que ça coule à flot, c'est pas réparable, on ne peut rien faire. Donc ça veut dire que c'est une petite fuite, donc c'est pas FC Meroubé. Alors justement, Tosfot nous dit que on verra, Magine Shlomo nous dira qu'on verra plus loin qu'il y a lieu de dire des fois
que quand c'est FC Meroubé, c'est-à-dire quand face à une grosse perte, les Chachamim ont été plus coulants. Donc, si Abaye avait attaqué Rav Yosef qui disait En mevatlin kli me'echeno, on n'a pas le droit d'abolir, d'immobiliser un Kéli, et qu'il avait apporté le premier cas, il a dit regarde, c'est Tevel, et on l'a permis quand même, il aurait pu répondre Rav Yosef en disant oui, mais c'est Meroubé, il tire où? Donc il ne voulait pas qu'on réponde comme ça. Alors c'est pour ça qu'il a trouvé l'autre cas où ce n'était pas un cas d'Efsem Meroubé, comme ça il lui coupe l'herbe sous les pieds, merci. Voilà, deuxième possibilité. Donc, c'est celui-là de Braithot, mais la deuxième Braïta était plus pointue, évitait et paraît à l'avance à une tentative de réponse qu'on aurait pu faire. Mais on n'a pas amené comme cette Meroubé dans la première ligne. Voilà, c'est ça ce qu'il faut dire, c'est que par contre, il n'avait pas peur de la réponse de Meroubé par rapport au premier. Et ça pourquoi? Ça, c'est un petit peu... C'est la petite difficulté que j'ai contre ce pshat. Parce qu'on aurait pu dire aussi que Assour le taltel d'Avaranita, le tzor d'Avarchenutal, sauf si c'est Meroubé. Alors pourquoi là il a eu peur et là il n'a pas eu peur? Là c'est effectivement une petite remarque qu'on peut faire. Et donc je préfère la première réponse, la plus simple. En fait, c'est la même braïta, une est citée dans son texte et l'autre c'est Rabaye qui la rapporte sans qu'il y ait une citation entre guillemets. Voilà, tout ça c'était le complément de ce qu'on a vu la semaine dernière. Maintenant, on va revenir à notre Gemara. Daf Mem Gimel Amud Aleph. Donc on est resté dans la question d'Abaye sur Rav Yosef. Toi, Rav Yosef, tu me dis que Rav Frisda a interdit de mettre l'assiette sous la poule pour recueillir l'œuf parce que Kam Vatel Kelim et Cheno, on va faire perdre à l'ustensile son caractère disponible. Et alors comment se fait-il qu'on est autorisé de le faire dans le cas du tonneau de Tevel, où c'est pareil, on va recevoir dans un ustensile le liquide, et donc il va perdre son statut de disponible. C'était ça la question sur laquelle on est resté. Voyons maintenant la réponse. Amarlé, c'est Rav Yosef lui-même qui répond à son élève, Abaye, et qui lui dit Tevel Mouchan Hu Etzel Shabbat. Très curieux au départ. Le Tevel, donc les aliments interdits à la consommation parce qu'on n'a pas encore prélevé les prélèvements requis avant Shabbat. Tevel, Mouchan Hu. Mouchan, c'est le contraire de Mouktsé. Conserve un statut de Mouchan, c'est-à-dire de disponible, de déplaçable, par rapport au Shabbat. Pourquoi? Chez Imavar Vetikno Metukan. Pour la raison que si on a transgressé l'interdit, Vetikno, Avar c'est Milachon Avera, c'est comme une Avera, si on a péché, Vetikno, et qu'on a arrangé l'aliment, dans le sens qu'on a effectué les prélèvements, Metukan, c'est valable, le prélèvement est valable et l'aliment devient autorisé à la consommation. Comment il fait en pratique qu'il soit avare et il a tikeno et on est juste avant Shabbat? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Que le Tevel, donc on n'a pas le droit de prendre le Maaser pendant Shabbat. C'est ce que disait la Mishnah dans Bamim Adlikin, ça fait déjà dans Ben Hashmashot, ça fait Krashecha, ça fait qu'Eno Chashecha, quand on est dans la période du crépuscule où on ne sait pas s'il fait jour ou nuit, En Measri et Avadai, on n'a pas le droit de prendre les dîmes. Donc on n'a pas le droit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, disons, a oublié que c'est Shabbat? Ça arrive, des fois on est perturbé. Quelqu'un, le matin de Shabbat, après la tfila, il rentre chez lui, il dit j'ai pas encore pris ma serre, il prend ma serre. Il dit c'est Shabbat. Il l'a fait maintenant. On a le droit de profiter. On a le droit d'en profiter ou pas? Eh bien oui. Oui. On a le droit d'en profiter d'une avera. En général, non. Mais là, oui. Alors, c'est bizarre, bien sûr, c'est bizarre. Nous ne sommes qu'au début de la Soudia. Et donc, alors qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Étant donné que si quelqu'un a transgressé,
D'ailleurs, on ne sait pas, moi j'ai dit par erreur, ça peut être aussi volontaire, on ne sait pas, qu'il a transgressé l'interdit de prélèvement. Et bien, une fois que le prélèvement a été fait, on peut manger l'aliment en question. Donc il cesse d'être mouktsé. Et qu'il n'était pas mouktsé. Alors, étant donné qu'il y a cette possibilité qu'il ne devienne pas mouktsé, dès le début, il n'a pas un statut de mouktsé. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre comme tout. Donc là, il faut qu'on approfondisse. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Mais pour l'instant, on ne peut pas le déplacer. Pour l'instant, il est mouktsé. C'est-à-dire quoi? Mouchanou et Tzel Shabbat. Il y a une potentialité. C'est vrai que c'est mouktsé avant Shabbat, c'est mouktsé pendant le Shabbat aussi. En plus. Donc il était mouktsé à l'entrée du Shabbat. Et on dit, ouais, mais comme il y a cette possibilité, donc là, le jour où à partir du moment où l'interdit s'en va, il est permis. C'est quoi cette histoire? Bon, d'habitude, on ne dit pas comme ça. Donc là, on est juste au début de la Souria. Il faut qu'on comprenne, il faut qu'on approfondisse les concepts, il faut qu'on compare avec les autres cas de mouktsé et qu'on voit les commentaires de Rashi et de Tosfot. Oui. Vous avez dit Moukhan, c'est le côté mouktsé. Et est-ce qu'on ne peut pas comprendre Moukhan et Tzel Shabbat pour manger, pour avoir la hana de cet objet, ou tout d'abord, et pour autant. De l'objet ou de l'aliment, vous parlez? L'aliment, non. Non, mais il n'est pas consommable. Il n'est pas consommable tant qu'on n'a pas fait le. Justement. Mais là, il dit qu'il est Moukhan tout de suite. Non, mais là, Moukhanou et Tzel Shabbat, c'est-à-dire encore le soir, il est déjà Moukhan. Avant même l'effectuer. Mais oui, c'est ce qui est écrit. Moukhanou et Tzel Shabbat. Pourquoi? Parce que si, mais avec des si et des mais, on met Paris en bouteille. Et bien, malgré tout, ce si-là, il permet de dire qu'il n'a pas un statut de mouktsé comme d'habitude. Il a un statut de, on va dire, un mouktsé relatif. Moukhanou, il est partiellement moukhan par rapport au Shabbat. Par rapport au fait que quoi? Alors pas par rapport au fait qu'on a le droit de le déplacer, je pense pas. Mais par rapport au fait qu'il n'y aura pas le Issour, Bitul Klim et Reno par rapport à ça. Oui. Par rapport à ce din que d'habitude, un œuf par exemple, l'œuf c'est pas le cas. L'œuf, il est mouktsé, et quand il a été pondu, il est mouktsé. Donc lui, on ne peut pas le mettre un cli, on peut pas mettre le cli en dessous pour qu'il tombe dedans, parce que là on est vatel klim et Reno. Mais mettre du tevel dans un cli, on ne dit pas que c'est vatel klim et Reno. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas vraiment mouktsé. Pourquoi il n'est pas vraiment mouktsé? Parce que le mouktsé peut partir. Parce que le caractère de mouktsé, il peut partir. Donc il n'a pas le statut de mouktsé par rapport à ce din de bitul klim et Reno. Là, ce que je rajoute déjà pour faciliter un peu la compréhension. Parce que Moukhanou et Tzel Shabbat, ça ne veut pas dire qu'on peut le déplacer. Pour l'instant, il est mouktsé. Mais par rapport à notre din de bitul klim et Reno, il aura un din de Moukhan. Mais à ce moment-là, la Mishnah aussi, quelqu'un a nettoyé l'huile, a enlevé l'huile, et à ce moment-là, il n'y a plus d'huile dans le kéli qui devient. Oui, c'est une très bonne question. C'est la question. Le ménage est passé, elle a enlevé l'huile, et du coup, je le déplace. Donc il n'y a plus de din de bitul klim et Reno. Pour l'œuf, pareil. Oui, tout le monde peut toujours. Si on dit qu'il y a toujours quelqu'un qui peut l'enlever, alors dans ce cas-là, il n'y a plus de. Le issour de bitul klim et Reno n'existe plus. Ça, c'est la question que Tosfot posera. Cette question que vous posez, elle sera posée par Tosfot. Mais on n'en est pas là, on n'a pas fait Rashi encore. Il y a un autre aspect, le Batel Klim et Chalo, c'est déjà une extension d'un mouktsé institué par la Exact. Une extension. Alors cette extension, quand il y a un affaiblissement de ce mouktsé qu'ils ont déterminé, il disparaît. Oui, c'est possible. Oui, mais on vous dit, dans ce cas-là, elle devrait disparaître à tous les coups, puisqu'il y a toujours cette possibilité qu'on l'enlève. Il n'y a pas une possibilité d'être mitaken quelque chose. Alors que là, on est mitaken, il n'est plus mouktsé. Il n'est plus terrel, il n'est plus mouktsé. Cette possibilité affaiblit le caractère de mouktsé, d'emblée. Et donc, alors que dans l'œuf, on ne peut pas lui retirer son statut de mouktsé. On peut juste l'enlever. On ne peut pas retirer son statut de mouktsé. Là, il y a quelque chose. Vous êtes en train de faire le Tosfot, c'est bien. La question et la réponse. Alors, on va marquer une petite pause, là. La Gemara est Moukhan, et Tzel Shabbat. Je pense qu'on aurait pu dire Moukhan, Haravera, et Shabbat. Non.